Bonjour et bienvenue sur ce studio TV du salon Evolution 2020, un studio TV sur lequel on passe en revue plusieurs cas d'usage de l'hydrogène dans différents secteurs. Et j'ai avec moi trois intervenants pour parler pour l'instant de Power to Gas, voir où en est le développement de cette filière. Donc j'ai la chance d'avoir avec moi David Lenoc, bonjour. Vous êtes délégué général du club Power to Gas de l'AT2E, donc l'association technique énergie et environnement. Bonjour. J'ai Patrick Corbin, vous êtes président de l'AFG, l'Association française du gaz. Bonjour. Bonjour. Et Anthony Mazinguin, bonjour, de GRT Gaz, dont vous êtes le directeur gaz renouvelable. Bonjour. Donc tous ensemble, on va parler du Power to Gas, voir où on en est de cette filière émergente. Peut-être pour commencer, pour situer le sujet, est-ce que David Lenoc, on peut déjà expliquer qu'est-ce que c'est que le Power to Gas et quel est l'intérêt pour le système énergétique? Alors effectivement, le Power to Gas, c'est un outil de flexibilité et de décarbonation du mix énergétique. Je m'explique. En s'appuyant sur le vecteur hydrogène, on va à la fois apporter de la flexibilité, un peu d'air au système électrique, et on va également décarboner les infrastructures gazières en favorisant l'intégration d'ENR électriques, éolien ou photovoltaïque, dans ces infrastructures, et donc favoriser et augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables. Et à quelle échéance on peut imaginer avoir besoin du Power to Gas? Alors j'ai envie de dire, ça dépend. Si on parle en France, RTE vient de sortir une étude qui annonce entre 2030 et 2035 les premiers besoins réels sur le réseau de transport de ces technologies Power to Gas. Maintenant, on voit déjà certaines zones de congestion sur des réseaux de distribution qui apparaissent déjà sur le territoire, donc à plus petite échelle. Et voilà, dans d'autres pays, notamment européens, on voit déjà que le Power to Gas se développe et on commence à en avoir besoin. Donc on comprend l'intérêt du Power to Gas pour le système énergétique, mais pour la filière hydrogène qui cherche à se développer, à changer d'échelle, qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà, ce qu'on voit, les projets de production hydrogène, c'est qu'ils sont notamment rentables si on fait appel à plusieurs modes de valorisation. On a parlé de mobilité et d'industrie. Le Power to Gas est une troisième voie de valorisation, notamment par l'injection dans les réseaux de gaz. Et donc, ça va permettre d'améliorer le temps de fonctionnement d'un électrolyseur, par exemple, et donc d'améliorer sa rentabilité. Alors, vous parlez de la valorisation par l'injection dans le réseau de gaz. Justement, ça tombe bien, un représentant d'un gestionnaire de réseau de GRT Gaz, Anthony Mazinguin. Vu du réseau, quel est l'intérêt du Power to Gas? Alors, vu du réseau, et ça viendra compléter la définition donnée par David Lenoc, on rajoutera une dimension aussi de convergence des réseaux électricité et gaz dans un objectif de planification, de réduction des congestions et d'optimisation économique. Ça peut être fait à l'échelle des réseaux de transport. Effectivement, RTE évoque un horizon 2035 pour le faire. Ça peut être aussi fait à une échelle plus locale. Je rappelle que l'écrasante majorité des projets éoliens et photovoltaïques en France sont aujourd'hui raccordés en réseau de distribution, où il peut y avoir des congestions et où la brique Power to Gas peut amener à développer un exutoire et à trouver une voie de valorisation via le réseau gaz. Donc à plus court terme que 2030-2035. Voilà, avec sans doute des opportunités à plus court terme qui peuvent apparaître. Ça peut être aussi, et dans le cadre d'une multi-valorisation, d'avoir un projet qui va desservir un usage particulier, un industriel, une mobilité. Il n'y a pas forcément raison que la production soit exactement temporellement corrélée à la consommation. Et quelque part, le fait de bénéficier d'un réseau de gaz qui est disponible à tout moment et qui peut servir d'exutoire, ça peut venir optimiser des business models. Ça peut rajouter finalement une composante intéressante et globalement servir la filière hydrogène. Alors du côté de l'AFD, est-ce qu'on partage cet intérêt pour le Power to Gas? Oui, moi je voudrais rajouter notamment pour certains pays européens qui ont des façades maritimes et qui ont des gros projets de développement d'éolien en mer et qui sont plutôt partis dans des plans de développement 100% renouvelables, il est clair qu'assez vite, des congestions apparaîtront et que dans ce cas-là, ils auront besoin du Power to Gas. Et peut-être avant 2030, 2035, compte tenu de leur taux de renouvelable qui est aujourd'hui dans leur mix électrique. Alors justement, le Power to Gas apporte des solutions, mais est-ce que les solutions de Power to Gas sont disponibles aujourd'hui pour le système énergétique? À quel stade de développement est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui, comme tout process d'innovation, il y a différentes étapes et on est plutôt à l'étape de démonstrateurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de démonstrateurs qui émergent en France. Il y en a un peu moins d'une dizaine en France et plus de 70 en Europe, qui viennent valider la technologie, les différentes briques technologiques.
qui aujourd'hui sont relativement matures de manière individuelle. Et aujourd'hui, on est plutôt avec une approche système à essayer d'optimiser et de valoriser un système et un fonctionnement complet avec ses interfaces à l'intérieur d'unités de Power to Gas, mais également avec ses interfaces électriques et avec les interfaces gazières. Et pourquoi développer ces démonstrateurs? Qu'est-ce que la filière en attend, la filière Power to Gas en attend? Alors il y a plusieurs objectifs. Ça vient bien sûr confirmer un certain nombre de résultats, de données, de performance, de durée de vie qui sont importantes pour la filière. Ça permet également d'identifier les éventuels besoins de formation, de nouvelles compétences ou de compétences existantes qui ont besoin d'être transférées vers ces nouveaux métiers autour du Power to Gas. Et bien sûr, le démonstrateur, c'est la première fois qu'une technologie, je dirais, sort du laboratoire. Et donc, c'est un super outil de communication, de valorisation. C'est une vitrine technologique. Et ça permet aussi de montrer aux politiques, aux décideurs économiques, aux étudiants, au grand public, ce qu'est un Power to Gas, comment ça fonctionne, et voilà, la réalité. Alors, par exemple, concrètement, vous avez dit qu'il y en avait plusieurs en France. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors, je laisserai parler Anthony Mazinga, GRT Gaz de Jupiter 1000, mais il y a d'autres démonstrateurs qui existent aujourd'hui. Il y en a un notamment à Dunkerque qui est porté par Engie, qui s'appelle Grid. Il y en a également 2 autres qui sont en cours de finalisation et qui devraient être mis en service entre fin 2020 et début 2021, qui sont en Centre-Val de Loire et dans le département de Lyon, et qui est également une valorisation par injection dans les réseaux et les infrastructures. Et qui s'appelle comment? Alors il y en a un qui s'appelle Iconet et l'autre qui s'appelle Méticentre. Qui sont portés par Storengy. Qui sont portés par Storengy et ses partenaires. Alors, chez GRT Gaz, on a parlé de Jupiter 1000. C'est vrai que c'est un démonstrateur qui est souvent mis en avant comme exemple. Alors, quel est le but de Jupiter 1000 et où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son calendrier? Alors Jupiter 1000, il a vocation à être le premier démonstrateur à taille réelle et en conditions réelles du Power to Gas, avec un projet qui regroupe les différents acteurs de la chaîne, que ce soit les opérateurs de réseau gaz et électricité, producteurs d'électricité, équipementiers, régions, territoires, pouvoirs publics. Et la vocation de Jupiter 1000, à travers finalement ces 2 technologies d'électrolyse, 500 kW chacune, PEM et alcalin, avec une brique méthanation ou une possibilité d'injecter directement l'hydrogène dans le réseau, nous permet de tester la chaîne de bout en bout, à la fois production d'hydrogène, mélange, injection dans les réseaux, et puis derrière jusqu'aux clients, puisqu'il y a 3 clients industriels desservis aujourd'hui par cette artère qui verront du coup demain un mélange gaz-hydrogène. Donc c'est vraiment la démonstration, je dirais, en situation réelle de ce qu'est un projet Power to Gas. Et ça nous permet non seulement d'avoir tous les aspects de démonstration évoqués par David Lenok, mais aussi de tester les procédures, de préparer finalement l'accueil dans les réseaux gaz des producteurs d'hydrogène et notamment des sites de Power to Gas. Et quel est son calendrier à ce projet? Alors ce projet aujourd'hui, il termine sa construction, on est en phase de commissionnement, je dirais tout est prêt, l'injection est imminente et donc on va rentrer dans une phase opérationnelle qui va durer 3 ans dans lequel vont être testés différents modes de fonctionnement, donc les différents électrolyseurs, la voie hydrogène ou la voie méthanation, différents profils de production, des productions en continu, des productions qui vont ressembler à des parcs éoliens ou à d'autres types d'utilisation des électrolyseurs. Donc voilà, on a vraiment 3 ans de tests ensemble sur toutes les dimensions de ces démonstrateurs. Alors Patrick Corbin, on voit les démonstrateurs sortent de terre, au sens propre du terme. Pour vous, cette production d'hydrogène, quelle place elle peut avoir dans le système gazier? Pour moi, le fait qu'on fasse des démonstrateurs aujourd'hui est une bonne chose. Et je pense que l'hydrogène, il faut la mettre comme les autres gaz renouvelables, que ce soit le biométhane et la pyrogasification ou d'autres technologies, comment ça se place, hein, sachant que, bien entendu, on parle d'hydrogène vert, donc produit à partir d'électricité décarbonée. Et je pense qu'il faut faire tous ces démonstrateurs pour bien montrer comment l'hydrogène, sur le plan des coûts, c'est important, se situe par rapport à d'autres énergies renouvelables, comment l'hydrogène vert se situe en termes environnementaux, quand on fait des analyse cycle de vie, par exemple CO2, de bout en bout d'une chaîne, et puis aussi, il ne faut quand même pas qu'on le cache, qu'on règle aussi les problèmes de sécurité. Donc pour moi, les démonstrateurs, ils ont cet objectif que peu à peu, sur ces 3 axes,
sécurité, environnement au sens comment l'hydrogène se place sur le plan CO2 par rapport aux autres, et coût. Voilà. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, par exemple, nous, en tant qu'association professionnelle, nous soutenons fortement l'axe qui est retenu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est de favoriser dans un premier temps l'hydrogène vert en milieu industriel. Parce qu'on sait que c'est là qu'on pourra déplacer le plus facilement et au moindre coût l'hydrogène produite par vaporéformage, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors on voit que l'hydrogène doit faire ses preuves avec ses démonstrateurs. Est-ce que techniquement, il y a des enjeux, il y a des sujets, des doutes, où il suffit de tester pour voir vraiment quel est le degré de pertinence techniquement, ou est-ce qu'il y a de l'incertitude aujourd'hui ? Il y a différentes technologies aujourd'hui d'électrolyse. Les démonstrateurs permettent d'en tester un certain nombre. Les technologies d'électrolyse, par exemple. Alcaline, PEM, céramique. Voilà différentes technologies qu'on retrouve également dans les technologies piles à combustible pour certaines, qui sont en développement, qui sont alcaline, qui est une technologie très mature, notamment utilisée et qu'on vise essentiellement pour du marché plutôt industriel. Voilà d'autres technologies, un peu plus pour la mobilité peut-être, ou des systèmes réversibles. Il y a également des technologies de méthanation, biologiques, catalytiques, qui sont au sein de ces démonstrateurs testés avec différents fabricants, différents acteurs. Et voilà, chacun cherche un peu son modèle pour aller choisir en fonction du marché, en fonction des contraintes de son client, en fonction des envies aussi d'un territoire ou d'une collectivité, aller chercher la bonne technologie pour le bon besoin. Et chez GRTgaz, le principal frein que vous voyez pour l'instant au développement du Power2Gas, ça serait quoi ? Est-ce que c'est au niveau de l'électrolyse ? C'est la capacité du réseau à accepter l'hydrogène ? Quelle serait la limite ? Alors sur l'électrolyse, et on le voit à travers un démonstrateur comme Jupitermine, on a des solutions qui ont aujourd'hui une maturité comme l'électrolyse alcaline, mais qui effectivement va être testée dans des conditions un peu différentes de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans un mode de fonctionnement industriel continu. On va tester des technologies qui sont un peu moins matures, électrolyse PEM ou méthanation avec des réacteurs catalytiques structurés qui sont des sujets d'innovation, mais on n'est pas sur l'innovation très en rupture. Le sujet sur lequel on est aussi fortement positionné, bien évidemment, c'est l'intégration de l'hydrogène dans nos propres infrastructures. Alors ça peut faire sourire les gaziers parce que c'est quelque part un retour aux sources. L'industrie du gaz, elle a commencé par le gaz de ville, 20% à 30% d'hydrogène, donc c'était quelque part quelque chose qui était connu. Bon, bien évidemment, la chaîne gazière aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle qui préexistait du temps du gaz de ville, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs piloté un groupe de travail interopérateur. On a remis au ministre un rapport et on l'a publié en novembre 2019 sur notre capacité à intégrer l'hydrogène, et on affirme notamment qu'on peut aller jusqu'à 6% dans un premier temps dans la plus majorité des zones à des réserves près. On sait qu'on a quelques maillons faibles qu'il faudra traiter. Ça peut être des ouvrages sensibles sur nos réseaux, ça peut être des clients particuliers qui ont des besoins de qualité gaz très particulières et qui vont être sensibles à la présence d'hydrogène. Donc jusqu'à 6% d'hydrogène dans les réseaux, il n'y a pas forcément besoin d'investir structurellement dans les infrastructures. Tout à fait. Si on localise correctement les productions, on est capable d'intégrer effectivement sans coût. Les spécifications actuelles du gaz naturel vont jusqu'à 6% d'hydrogène. On veut aller plus loin. On a indiqué dans le rapport que 10% nous semblait tout à fait atteignable à un horizon 2030. Et au-delà, on pourrait tout à fait aller jusqu'à 20%. Ça suppose quelques adaptations, quelques investissements, protéger certains clients sensibles, mais c'est tout à fait envisageable. Au-delà, on change d'univers. Très clairement, il faut remplacer massivement des ouvrages, des réseaux ou des usages. On change aussi d'univers en matière de sécurité. Le comportement du gaz devient très différent du comportement du gaz naturel classique. Et donc, effectivement, on oriente plutôt vers un développement soit de la méthanation pour transformer l'hydrogène en méthane, et ça on sait faire, ou alors vers des réseaux dédiés, des clusters hydrogène dédiés, voire des réseaux nationaux et transnationaux dédiés. Donc des micros 100% hydrogène, ça serait dans ce cas de figure. 100% d'hydrogène. Patrick Orban, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir. On voit bien que l'hydrogène, ça répond à une problématique de congestion des réseaux. Comment avoir un meilleur usage de l'électricité décarbonée et de promouvoir
au maximum l'électricité renouvelable. Hein. Et de l'autre côté, on voit bien qu'on a aussi des usages qui doivent être propres. Et je vais donner un exemple. Par exemple, je vais prendre le véhicule particulier. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusqu'à l'hydrogène pour le véhicule particulier à partir du moment où on a déjà démontré, je le dis en tant que gazier, qu'un véhicule électrique alimenté aujourd'hui avec une électricité faiblement carbonée est déjà une bonne réponse à l'environnement? Est-il nécessaire d'aller plus loin pour l'hydrogène? On voit que pour le camion, c'est sans doute nécessaire parce qu'on n'a pas les capacités de batterie, mais pour la voiture, on peut s'arrêter. Donc je pense que l'hydrogène, on aura à composer à la fois une problématique, je dirais, de non-stockage de l'électricité et à la fois une problématique d'usage, et en essayant de répondre au mieux à chaque fois, c'est quoi le meilleur vecteur sur le plan des coûts, de l'environnement et de la sécurité. Et je pense que ces trois éléments, et donc ces démonstrateurs vraiment de bout en bout, sont importants. Alors, au-delà de l'aspect vraiment technique, on entend tous les acteurs de la filière hydrogène dire que c'est un moment charnière cette année 2020-2021. Qu'est-ce qu'il faut attendre, David Lenoc, pour le Power-to-Gas, pour pouvoir libérer un peu les usages de l'hydrogène dans l'année qui vient? C'est vrai qu'au cours de l'année 2019, il y a eu une actualité, notamment réglementaire et législative, très importante autour de l'hydrogène. On a eu la loi énergie-climat, on a en ce moment la PPE qui est à nouveau en consultation, qui donne la part belle à l'hydrogène. Le Power-to-Gas apparaît également dans ces différents documents. Ce qu'il faut attendre aujourd'hui, je pense, au-delà de la recherche d'une économie sur l'hydrogène par électrolyse, pour un client industriel ou pour de la mobilité, c'est aussi les externalités que peuvent apporter l'hydrogène. Et autour du Power-to-Gas, il y en a, et c'est notamment quelle valeur on doit donner à cet outil de flexibilité, de couplage entre les réseaux, entre les infrastructures électriques d'un côté et gazières, qui apportent de la valeur. Et donc, cette valeur, elle vaut combien ? Et il faut pouvoir l'intégrer également dans un modèle de rentabilité pour faire émerger cette filière et les différentes unités de Power-to-Gas. Alors, chez un gestionnaire de réseau, comment on appréhende cette question de la rentabilité soit de l'hydrogène, soit des services rendus par le Power-to-Gas? Ce qui est clair, c'est qu'on a un enjeu global de neutralité carbone des infrastructures de gaz. Donc on est tout à fait préoccupé à ce que se développent les filières de gaz renouvelable et de gaz bas carbone qui vont nous permettre progressivement de remplacer le gaz naturel qui fait l'essentiel de notre chiffre d'affaires par demain ces gaz renouvelables. Et dans cette préoccupation, évidemment, la question des business models ou pour les filières subventionnées, de la soutenabilité finalement du soutien public à ces filières est essentielle. Et en particulier, on travaille, alors c'est le cas par exemple sur la filière biogaz dans le cadre du CSF, mais il y a des travaux également sur l'hydrogène, sur toute la question des externalités, du chiffrage des externalités. Alors la plus simple, c'est effectivement les émissions de CO2, mais on a d'autres externalités qui peuvent apparaître. Être capable de retarder, décaler dans le temps un investissement dans les réseaux électriques, ça a une valeur pour la collectivité. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte pour derrière définir effectivement la soutenabilité ou non des soutiens publics. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le champ il est très ouvert. On parle Power-to-Gas dans cette table ronde, mais finalement l'hydrogène ne se résume pas à ça. Patrick Corbin parlait pyrogasification. On a des sujets là aussi de gaz de synthèse contenant de l'hydrogène en pyrogasification. On parle de plus en plus de pyrolyse du méthane pour faire de l'hydrogène d'un côté et du carbone pur de l'autre. Et c'est des sujets effectivement avec des modèles économiques complètement différents, voire l'hydrogène de vaporéformage, le rendre neutre en carbone avec le CCS. Tous ces modèles-là sont sur la table. Il faut être capable de mieux les comprendre pour savoir quels sont ceux susceptibles d'émerger et du coup quel type d'infrastructure il va falloir mettre en face pour faire concorder offre et demande dans le futur. Alors on parle beaucoup de mise en place d'un mécanisme de soutien autour de l'hydrogène. Est-ce que ça vous semble le bon moment? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions sur la table? Ou est-ce que c'est au contraire la bonne solution pour changer d'échelle? Moi, j'approuve tout à fait les mécanismes de soutien à des démonstrateurs, même à échelle industrielle aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit, il y a plein de solutions qui sont sur la table. Toutes ne sortiront pas. Il va falloir trouver les meilleures pour répondre à des contraintes et répondre à des besoins
des usages. C'est ça qu'il va falloir trouver et vraiment tester toute la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de tester, je dirais, la production, mais c'est la production, la mise à disposition de l'énergie. Et on le sait, dans le domaine de l'énergie, on s'intéresse beaucoup aux coûts de production, c'est normal, mais par exemple, je voudrais simplement dire qu'en électricité, la moitié du coût payé par le consommateur final, c'est des coûts de mise à disposition de l'électricité, si j'enlève les taxes. Donc, eh bien, l'hydrogène, on aura aussi ces coûts-là qu'il faut essayer de mesurer assez vite pour les différents usages. Et je pense que ce sera différent pour les différents usages. On voit bien qu'aujourd'hui, et là il y a vraiment un consensus à peu près partout en Europe, que pour les usages industriels, la question de la mise à disposition de l'hydrogène ne se pose quasiment pas et qui est un facteur extrêmement facilitant. C'est pour ça que nous, en tant qu'association gazière, on pousse pour que cet usage progresse le plus vite aujourd'hui, parce qu'il permet déjà de tester quelque chose et d'aller assez vite vers des échelles industrielles. Alors vous l'avez un peu évoqué, est-ce que nos pays européens, j'imagine que oui, mais est-ce qu'ils s'intéressent aussi au power to gas? Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui sont plus avancés que d'autres? Alors très clairement en Europe, le sujet est dans beaucoup de pays discuté. On a des géographies dans lesquelles le besoin de power to gas arrive bien avant la France. Très clairement, l'Allemagne a aujourd'hui un potentiel éolien offshore massif dans le nord et a des consommateurs électriques plutôt dans le sud et des contraintes entre les deux. Le power to gas aujourd'hui va pouvoir trouver sa place et d'ailleurs le gouvernement a lancé des appels d'offres massifs et demain je pense que le marché sera sans subvention sera possible beaucoup plus rapidement que dans d'autres géographies. Mais il peut y avoir aussi des sujets power to gas dans des pays comme les Pays-Bas, qui ont là aussi le potentiel offshore, qui ont déjà des infrastructures présentes et qui se posent la question avec une discussion très resserrée entre les différents transporteurs, élec et gaz, du meilleur positionnement des unités de power to gas. D'ailleurs, Gazuni intervenait à une autre table ronde et l'a bien évoqué. Mais ce qui était vrai dans ces géographies-là le devient dans d'autres. On voit effectivement l'Italie se lancer sur ces sujets-là, l'Espagne. On discute aussi, par exemple, avec nos homologues en Pologne, qui également se posent des questions sur ces sujets. Donc on voit que clairement, le power to gas devient un sujet européen global. Et d'ailleurs, dans le cadre du Green Deal annoncé de la nouvelle Commission européenne, la question du positionnement de l'hydrogène se pose. On n'aura pas forcément une directive hydrogène, mais il est clair que dans les différentes directives et les révisions de directives qui sont prévues, la question de l'hydrogène devra être posée et sa régulation ou en tout cas sa structuration va devoir être adressée. Bon, en tout cas, il nous reste plus qu'à nous retrouver l'année prochaine pour la prochaine édition en tout cas d'Evolution. J'ai bien compris que d'ici là, il y aurait plusieurs démonstrateurs qui ont encore démarré et qui nous donneront peut-être d'autres éléments d'actualité. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager avec nous aujourd'hui ce point d'étape sur l'émergence du power to gas. Merci. Merci. Merci.